Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à ce webinaire qui est organisé dans le cadre de la sortie du dernier ouvrage de Jean-François Corti, donc Géopolitique de l'action humanitaire. C'est très intéressant puisque c'est quatre fiches qui documentent les enjeux de l'aide aujourd'hui, notamment les enjeux de l'aide humanitaire, pour cerner les enjeux d'aujourd'hui, effectivement, mais également les défis de demain pour le secteur. Que reste-t-il des principes de solidarité, d'indépendance? Comment faire face aux dilemmes parfois existentiels qui menacent l'action humanitaire, notamment le non-respect du droit international humanitaire, l'urgence climatique, la montée en puissance des positions de plus en plus radicales et populistes. Donc cet ouvrage questionne aussi la légitimité des actions humanitaires fondées sur des principes d'impartialité, d'indépendance, de solidarité, comme nous le disions aujourd'hui menacées à la fois de l'extérieur par des contextes géopolitiques hostiles, mais également à des enjeux internes par des mouvements qu'on peut qualifier de souverainistes ou accélérationnistes. Donc, dans ce contexte de basculement, on va essayer de réfléchir ensemble aux enjeux que cela pose en matière d'intervention humanitaire. Je vais d'abord laisser les différents participants, panélistes, se présenter. Donc, je vous laisse la parole avant de partir sur les questions. Merci. Bon, je vais démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Merci Fatou pour cette introduction et pour aussi la co-organisation de cette vidéoconférence. Donc, je suis le docteur Jean-François Corti. Je suis médecin et chercheur associé à l'IRIS. Je suis aussi chercheur associé à l'Institut Convergence Immigration et je suis président de l'Association Médecins du Monde depuis juin 2024. Moi, je peux peut-être continuer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Stéphanie Ciambiano. En fait, donc moi, j'ai eu une première partie de ma vie professionnelle sur le terrain en ONG pour la Croix-Rouge française et pour Soltis pendant 16 ans dans des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et en gros, une deuxième partie de ma carrière après un passage pour l'initiative, plutôt dans le milieu académique et universitaire. Et donc, je suis aujourd'hui maîtresse de conférences associée dans le département de sciences politiques de Paris 1 et en particulier, je m'occupe du master développement et action humanitaire. Bonjour à tous. Alors, mon Monique Kinda, je suis médecin et directeur général de l'ONG Alima. Donc là, je suis basé au siège à Dakar. Ravi d'être avec vous. Merci beaucoup à vous. J'en profite également pour me présenter. Alors moi, je suis Fatou Elisba, je suis chercheuse à l'IRIS et je coordonne le programme humanitaire et développement, sécurité humaine. Moi aussi, j'ai également travaillé dans le milieu des ONG, dans le milieu du développement, notamment en Afrique de l'Ouest. Et maintenant, je questionne à travers ce programme de l'IRIS les enjeux géopolitiques de l'aide internationale. Donc, toujours dans ce cadre, merci Jean-François. On va peut-être commencer par une première question pour toi, notamment dans le cadre de la sortie, je le rappelle, de cet ouvrage Géopolitique de l'action humanitaire. Donc, finalement, dans le contexte géopolitique actuel, comment les ONG, notamment Médecins du Monde, adaptent-elles leur stratégie et les moyens d'action face au non-respect croissant du droit international humanitaire? On peut notamment parler de la situation actuelle à Gaza, mais pas que, également au Soudan. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette question? Oui, merci Fatou. C'est une question éminemment d'actualité, éminemment politique, où on voit émerger beaucoup de zones d'impunité vis-à-vis de ce droit international humanitaire qui n'a jamais vraiment toujours été respecté, même s'il a pu être dissuasif dans pas mal de contextes et protéger des populations civiles. Je le rappelle dans l'ouvrage qui est réparti en quatre parties avec 10 fiches par partie, une brève référence on va dire, à l'émergence du sans-frontiérisme, on va dire, de l'humanitaire contemporain, et une référence aussi au cadre du DIH
pour rappeler que ce droit international humanitaire, en gros, tire son origine de la fin du 19e, la bataille de Solferino, qu'il était ensuite consolidé par différents textes au cours du XXe siècle, et que son objectif n'est pas d'empêcher la guerre, il est simplement d'essayer de humaniser. Du point de vue de nombreux acteurs et spécialistes juristes, ces textes qui sont censés protéger les civils, les aidants, les soignants sont relativement bien établis et assez complets pour protéger tous ces acteurs, mais de fait, on observe sur le terrain qu'il n'est pas toujours respecté. Donc il y a une dimension politique qui intervient dans l'application ou non de ce droit international humanitaire. Il est aussi, dans l'histoire récente, corroboré par le rappel des principes, on va dire, de l'action humanitaire qui a notamment émergé au moment des années 70 du sans-frontiérisme et de MSF, et ensuite la myriade d'ONG qui ont émergé dans le monde anglo-saxon et aussi ensuite dans le sud global. Ce DIH est corroboré par les principes humanitaires que sont l'impartialité, l'indépendance, le désintéressement et pour certaines organisations, la neutralité. La question de la neutralité fait débat au sein du monde humanitaire. Par exemple, moi, aujourd'hui, je ne considère pas que mon organisation est une organisation neutre. En revanche, elle est impartiale, c'est-à-dire que sur différents conflits, elle ne fait pas le choix entre les bons et les mauvaises victimes, et elle essaie d'intervenir de part et d'autre de la frontière, là où elle peut être une plus-value par rapport à des dispositifs de santé qui seraient en tension, voire en rupture, du fait des conflits. De fait, les associations comme la mienne, nous sommes à la fois dans le plaidoyer et dans l'action de terrain, et le plaidoyer se focalise sur la lutte contre les inégalités sanitaires, sociales et environnementales, et donc sur le fait de challenger des politiques publiques, que ce soit en France d'ailleurs ou dans d'autres contextes, challenger les politiques publiques, c'est aussi s'appuyer et défendre le droit international humanitaire, en tout cas dans certaines situations où celui-ci est mis en difficulté. Donc il me semble que c'est compliqué pour nous de dire que nous sommes neutres d'une certaine manière, au même titre que pourrait l'être, enfin, si je fais référence notamment au CICR ou à la Croix-Rouge. Donc ce DIH, effectivement, il est mis en tension aujourd'hui avec une manière assez éclatante, et on en a parlé, Fatou, on a traité aussi dans un ouvrage qu'on a co-rédigé, co-dirigé ensemble, la revue internationale stratégique, qui, voilà, je le rappelle pour nos auditeurs aussi, est une belle référence de travail collectif, où Mouni aussi est intervenu dans un article passionnant. Il y a une forme d'impunité qui est éclatante au regard des deux conflits du moment, que sont le conflit israélo-palestinien notamment et le conflit entre l'Ukraine et la Russie, même s'il y a, tu l'as rappelé, un empilement aujourd'hui de crises avec beaucoup de mortalité sur des civils. Je pense à l'Afghanistan, au Yémen, au Soudan, à RDC aussi, entre autres, Myanmar évidemment, mais aussi il y en a d'autres. Et en fait, ce DIH et cette impunité vis-à-vis de ce non-respect est en fait particulièrement éclatant lorsque l'on voit notamment la posture des Américains, des Occidentaux, dans le fait de le mettre en avant pour en fait contrer la stratégie de Poutine en Ukraine, et donc soutenir aussi la Cour pénale internationale qui a lancé un mandat d'arrêt sur Poutine assez rapidement. On a vu aussi des contraintes et des sanctions économiques. La semaine dernière, il a été voté par l'Europe un 17e train de sanctions contre Poutine pour sa guerre en Ukraine. Et dans le même temps, il y a une forme de mutisme, une forme de passivité, d'acceptation de ce que peut faire aujourd'hui le régime d'extrême droite israélien, qui est en train d'opérer, selon beaucoup d'acteurs de terrain, Amnesty, y compris Conseil de l'Europe aujourd'hui, qui est manifestement en train d'opérer avec tous les éléments techniques qu'on peut voir sur le terrain pour le génocide en cours. Et pour autant, très faible mobilisation concrète, tangible, notamment des Occidentaux, pour dénoncer cela, engendrer notamment potentiellement des pressions tangibles à type de mise en question des accords d'association entre l'Europe et le gouvernement israélien, arrêter d'envoyer des armes dans la région, ce que continue à faire l'Allemagne et l'Angleterre. Je ne parle même pas des États-Unis.
Bref, on est dans ce contexte-là. Et pour finir sur ce premier point, Médecins du Monde, comme beaucoup d'ONG, on est extrêmement en difficulté pour intervenir dans ces conditions où le DIH est remis en question et la confusion militaro-humanitaire qu'on a vu vraiment émerger au moment de la guerre en Irak, mais aussi en Afghanistan, crée les conditions d'un espace indépendant, impartial, réduit, et donc qui augmente la dangerosité de l'intervention des organisations non gouvernementales. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a l'année dernière, il y a eu au moins près de 1000 incidents de sécurité avec au moins 300 à 400 humanitaires tués. Alors, est-ce que c'est pire aujourd'hui qu'avant? Il y a tout un tas de discussions et de controverses autour de cela, parce qu'effectivement, s'il y a peut-être plus de morts aujourd'hui, c'est aussi potentiellement parce qu'il y a plus d'acteurs humanitaires sur le terrain. Ceci dit, il y a une systématisation de la violence et sur les civils, certes, mais aussi sur les humanitaires, qui fait que les contraintes opérationnelles sont de plus en plus difficiles. Et de fait, nous continuons nous, à travailler, comme les équipes de j'imagine, de l'MSF et de autres collègues, à en essayant d'assurer la sécurité de nos équipes, qu'elles soient staff local ou expatriés, ce qui n'est pas toujours facile, en négociant le plus possible avec les acteurs pratiquement de conflit, si on est dans une zone de conflit, tout en essayant de développer des plaidoyers, comme je l'évoquais, autour notamment du respect du VIH, à travers la possibilité de respecter les lieux de soins, de les sanctuariser, voilà, y compris dans des contextes de guerre où ce sont des démocraties qui sont impliquées, il faut le rappeler régulièrement, et donc dans les prises de parole du plaidoyer, souvent est mesurée la prise de risque que cela implique pour nos équipes sur le terrain. Et c'est quelque chose sur lequel il faut faire énormément attention. Merci pour ces premiers éléments de réponse. Effectivement, tu as rappelé le positionnement difficile des ONG qui tentent de rester impartiales, mais en même temps de dénoncer les situations d'impunité sur le terrain, de non-respect des droits fondamentaux et le caractère systémique de la violence qui touche aussi bien les civils que les acteurs humanitaires et qui remettent en question globalement la sécurité humaine. Vous pouvez, alors merci à toutes les personnes présentes dans ce webinaire, vous pouvez retrouver l'ouvrage de Jean-François Corti, donc je le rappelle, Géopolitique de l'action humanitaire aux éditions Erol. Vous avez un lien directement dans le chat. Et effectivement, Jean-François, tu as mentionné la risque que nous avons co-dirigé ensemble, que vous pouvez retrouver aussi sur le site de l'IRIS, dont le titre est L'aide internationale, un instrument de contrôle ou d'émancipation. Merci beaucoup pour cet élément de réponse. Alors, notamment dans ton dernier ouvrage, il y a une fiche spécifique sur la politisation de l'aide, où tu as tenté de, de, de réfléchir à une définition avec des exemples clés. C'est vrai que nous, on aura peut-être besoin d'en savoir plus en quoi effectivement la politisation de l'aide. Déjà, est-ce que tu peux redonner quelques éléments de définition? Et puis, en quoi cette politisation, elle menace l'action humanitaire, donc via potentiellement la réduction de l'espace interventionnel, mais également les grands principes humanitaires. Oui, merci pour ta question, Fatou. Dans mon ouvrage, effectivement, je fais aussi une petite typologie des différents acteurs de la géopolitique de l'aide au global, hein, pas de la géopolitique de l'aide, où on peut observer des États qui sont légitimes dans des dynamiques d'aide, mais cette aide est toujours conditionnée par des intérêts politiques, sociaux, économiques ou autres, et en soi, pour moi, il n'y a pas de sujet. Il y a aussi dans la géopolitique de l'aide, évidemment, des organisations supranationales, sur les agences des Nations Unies, il peut y avoir des organisations type PEPFAR qui sont directement liées à des programmes, je pense, présidentiels aux États-Unis notamment. Il y a de plus en plus d'organismes privés à titre de fondation, entre autres, et puis il y a tout l'univers des ONG, où, alors là, pour le coup, il y a à boire et à manger entre des organisations humanitaires en tant que telles qui répondent à des principes d'impartialité et d'indépendance
on a rappelé des intéressements, mais où il y a beaucoup d'ONG qui sont, pour la plupart, souvent des opérateurs d'État, en grande majorité financés par des fonds institutionnels, et qui ont pas beaucoup forcément de latitude à faire du plaidoyer. Certaines sont que sur l'opérationnel, d'autres sont que sur le plaidoyer, d'autres sont entre les deux. Je pense notamment à Médecins du Monde, MSF, et AIDMA et d'autres. Donc, c'est intéressant d'avoir ça en tête parce qu'aujourd'hui, il y a un exemple typique, c'est la Fondation humanitaire pour Gaza qui est mise en avant. Ouais, je me mets dans l'actualité comme étant une ONG, mais humanitaire qui n'a d'humanitaire que le nom, qui est vraiment au service de parties prenantes au conflit et qui montre combien aussi l'univers des ONG est noyauté par les États qui se sont réappropriés l'impact politique, sémantique, opérationnelle, symbolique de l'action humanitaire. Alors, quand on parle de politisation de l'aide, je reviens sur les acteurs de l'aide que sont les États, et de fait, encore une fois, ils ont tous logiquement, ils sont tous légitimes dans le fait de pouvoir faire de l'aide, mais toujours conditionnés par, par des intérêts. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de controverses sur lesquelles on peut avoir une certaine attitude de dénonciation lorsque, par exemple, les États utilisent l'aide comme une forme de, comment je vais dire, d'éléments de négociation, de variables d'ajustement, d'outils de chantage, et je fais notamment référence au fait que la France, par exemple, dans sa tension diplomatique avec des pays du Sahel, type Niger, Mali, Burkina, a décidé du jour au lendemain à couper ses aides humanitaires. Et cela a engendré la perte financière très conséquente pour pas mal d'assauts, locales, internationales, et la mise en danger de personnes sans que forcément puisse y avoir le temps de trouver des alternatives. C'était, j'allais dire, une petite coupe, si on compare à ce que Trump a fait dans la remise en question de l'USAID de manière brutale. On en reparlera sûrement avec Mouni et Stéphanie, mais c'était une manière déjà assez brutale de mettre en difficulté un certain nombre d'acteurs. Et ça, lorsque l'aide est utilisée comme un outil de chantage diplomatique, me semble assez problématique. L'autre élément on va dire, de la politisation de l'aide, c'est toutes les mesures de contre-terrorisme que si on met en avant, notamment par les bailleurs occidentaux, et qui rappellent que dans le cadre de ces politiques de contre-terrorisme qui sont légitimes, hein, mais il est considéré que lorsque vous discutez avec des groupes qualifiés de terroristes, alors vous êtes potentiellement des complices de ces groupes. Et cela est particulièrement problématique lorsque vous êtes des acteurs de terrain, que vous devez négocier avec des groupes plus ou moins tortionnaires, plus ou moins avec des valeurs, la plupart du temps, qui s'éloignent des valeurs de l'action humanitaire. Vous êtes obligé de négocier avec ces groupes si vous voulez toucher les populations civiles qu'ils administrent. Et lorsque l'on négocie, ce n'est pas forcément pour soutenir des valeurs, que ce soit les talibans ou d'autres groupes, on va dire, d'Afrique subsaharienne aujourd'hui qui occupent des territoires particuliers. C'est pas parce que vous négociez avec eux que vous êtes soutenu leur idéologie. Et donc ça pose problème, ces politiques contre le terrorisme, ça donne une dimension politique parce que du coup ça limite les capacités d'intervention des ONG, notamment dont on sait qu'elles sont en permanence dans ce genre de situation. Et je traite aussi de cela dans l'ouvrage, en tension, les principes humanitaires sont en tension lorsque vous avez à négocier avec des tortionnaires, et en permanence on est sur la brèche entre ce qui relève du compromis ou ce qui relève de la compromission. Et qui, faut en permanence avoir en tête lorsqu'on fait des opérations pour s'assurer qu'on n'est pas forcément au service de causes qui nous échappent. Aujourd'hui, par exemple, si je refais référence à l'actualité, quand on voit que potentiellement à Gaza, 2 millions de personnes risquent d'être concentrées, et c'est le terme des autorités israéliennes, autour de Rafah, vont potentiellement être expulsées pour réaliser le plan de la Riviera de Moyen-Orient de M. Trump, il est évident que pour les ONG et les Nations Unies, se retrouver potentiellement être acteur des fameux hubs qui seraient construits dans le sud, 5 ou 6 autour de Rafah, avec 50-60 camions qui rentreraient par jour pour les alimenter, sous supervision de mercenaires américains et de israélien, c'est vrai que ça pose la question de jusqu'à quel point d'abord nos équipes vont survivre à tout ça et dans quelle mesure on pourrait être associé et être des opérateurs de ce qui s'annonce comme être une déportation massive de population dans le cadre d'une politique coloniale. Donc on est en tension et certaines situations comme la Corée du Nord dans les années 90 ont amené beaucoup d'ONG à partir dès lors que la plupart de leur aide était détournée
par le régime. Donc cette question de la politisation de l'aide, elle est extrêmement prégnante. Et pour terminer sur ce point-là, il y a aussi la notion donc de politisation de l'aide, mais aussi de l'aide comme outil de dépolitisation. Et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel il faut être très vigilant. Lorsque les Américains parlent d'un corridor maritime pour alimenter Gaza l'année dernière, qui a fait un flop, c'était vraiment n'importe quoi d'un point de vue opérationnel. C'était un fiasco entre avril et juin, juillet 2024, où il s'agissait pour les Américains, soi-disant, de contourner le blocus israélien par la mer pour faire entrer de l'aide. On marchait sur la tête parce que, évidemment, le blocus était opéré par l'armée israélienne qui était soutenue et qui est encore soutenue militairement par les États-Unis. Et donc, voilà, Gaza n'est pas une île et la meilleure manière de faire entrer de l'aide, qui est largement prépositionnée à Al-Arish aussi en Égypte ou en Israël, c'est par la route. Donc, on voit comment, à travers de la rhétorique humanitaire, on dépolitise des contextes. Et quand je dis ça, ça veut dire qu'au lieu de mettre en avant le fait d'avoir un cessez-le-feu, d'arrêter l'envoi des armes dans la région, de faire respecter les les mandats d'arrêt de la CPI, de demander aussi que l'on respecte l'arrêt d'envoi d'armes dans la région que j'ai déjà évoqué, ou différents mécanismes de cessez-le-feu, eh bien, on préfère noyer le poisson, ne pas être dans le dur de ces choses-là, en fond, reconnaître que les Palestiniens ont le droit de vivre et se perdre dans une rhétorique pseudo-humanitaire qui était un flanc total. Donc voilà, avoir en tête ces éléments-là, c'est important aujourd'hui pour que les acteurs humanitaires indépendants ne soient pas trop manipulés et dénoncent justement l'instrumentalisation de cette aide par des États qui ont leur propre dynamique, mais qui ne sont pas fondés sur des principes de l'action humanitaire qu'on a rappelés. Merci beaucoup, Jean-François. Effectivement, pour rappel, quand on parle de politisation de l'aide, on parle de conditionnalité, des orientations stratégiques des États donateurs, et du coup, qui mettent en place une forme de solidarité choisie, et comme tu l'as rappelé dans ton ouvrage, qui participe aussi à des situations de dépendance, qui mettent notamment des organisations des Suds, majoritairement récipiendaires, et qui mettent en tension les principes humanitaires fondamentaux. C'est vrai que c'est un des grands enjeux de l'aide internationale aujourd'hui, outre la recherche de financement, finalement. Euh, je vais à présent poser une question à Moumouni Kinda, qui est directeur de l'ONG Alima. Alors, l'ONG Alima, vous pourrez nous en parler. C'est une ONG, un acteur de référence en matière de soins, de répondre aux besoins médicaux d'urgence, notamment sur le continent africain, mais pas que. Finalement, face aux crises et notamment à l'urgence climatique et à la prolongation des conflits, aux crises de plus en plus alarmantes, comment Alima repense tels sont ces modèles d'intervention pour répondre durablement aux besoins des populations et pas juste dans l'action d'urgence finalement. Euh, Comment finalement l'ONG Alima, elle redéfinit aussi les rapports de pouvoir dans le secteur historique d'aide internationale qui est majoritairement dominé par des acteurs venant du Nord. Merci beaucoup, Fatou. Alors, pour répondre à ta question, je vais commencer par la notion de perception, hein. Donc, une perception si vous voulez, de l'aide en réalité par les populations du Sud comme étant une aide, comment on appelle ça, de qualité lorsqu'elle venait en fait du Nord. Ça c'est voilà, c'est une perception d'il y a beaucoup d'années en amont. Sauf que il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment enfin, le cas. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous faisons face à tout ce que Jean-François vient de raconter, qui questionne évidemment tout le monde, qu'on soit du nord ou du sud. Et on assiste aussi à des populations du sud qui ont de plus en plus accès à l'information. D'accord? Évidemment, il y a beaucoup de fake news, hein.
mais on a aussi beaucoup d'informations vraies et les gens, ils arrivent aussi d'une manière ou d'une autre à vérifier un certain nombre d'informations. Donc, tout ça fait que la notion de l'aide venant du Nord comme étant la vraie aide n'est plus aujourd'hui enfin, une vérité absolue. Donc, faut se mettre ça en tête pour pouvoir se questionner par rapport à ce que tu as dit. Et du point de vue Alima, ou en tout cas de mon point de vue, ce qui permet justement d'avoir, on va dire, une action humanitaire la plus juste, enfin, une action humanitaire de qualité, c'est en fait la bonne compréhension de son écosystème, la bonne compréhension de ce qui se passe dans la zone où l'action humanitaire doit être délivrée. Et de mon point de vue, la meilleure manière d'y arriver, en fait, c'est de procéder, d'avoir en fait des équipes qui sont mixtes, c'est-à-dire de ne pas avoir des personnes qui viennent exclusivement du sud ou des personnes qui viennent exclusivement du nord, ou en tout cas la majorité, mais de faire de sorte qu'il y ait une vraie mixité pour qu'on puisse comprendre en réalité de quoi souffrent les populations, de quoi est-ce qu'elles ont besoin, qu'on puisse mieux capter en tout cas leurs besoins pour enfin adresser de manière correcte ces besoins-là. Donc, du point de vue aliment, ça, c'est un élément qui est important. Donc, la ressource humaine, la mixité des équipes pour pouvoir capter, on va dire, les bons indicateurs. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est évidemment le partenariat. Donc, Alima, c'est une ONG qui, depuis sa création, a évidemment compté avec le partenariat, c'est-à-dire de faire des réseaux avec des associations qui sont issues des pays d'intervention dans le but de mieux faire. Donc, mieux faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire de transférer, on va dire, des compétences, mais aussi nous d'apprendre aussi de l'expertise de ces associations-là pour qu'ensemble on puisse mieux faire. C'est également, ça nous permet parfois d'être assez rapide dans la réponse, donc de ne pas trop attendre des équipes qui viendraient de très loin pour pouvoir commencer une action, mais ça nous permet assez souvent, en tout cas, de pouvoir répondre de manière assez, assez rapide. Et de mon expérience, hein, même encore aujourd'hui, ça nous permet aussi de pouvoir avoir accès, on va dire, à des zones, à des populations qui sont difficiles à, voilà, qui sont dans des zones qui peuvent être assez, assez difficiles. Et donc, alors, je reste convaincu que même si le partenariat n'est pas la solution à tout, ça reste quand même un moyen qui est assez efficace. Et de notre côté, du point de vue aliment, nous vivons cette expérience, en tout cas, de manière assez positive. Cela dit, il y a un constat, c'est que la transformation, en tout cas dans le monde humanitaire, n'est pas, je veux dire, elle est assez lente. On voit en tout cas des tendances, on voit que les ONG tendent vers ça, vers la création de plus de partenariats, mais de mon point de vue, ça reste, le changement, il n'est pas, voilà, il n'est pas assez rapide de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, alors on parle de plus en plus de humanitarian reset, hein. C'est, c'est quelque chose qui est vraiment en vogue, qui a été, si vous voulez, poussé par ce que nous connaissons tous, hein, c'est-à-dire le positionnement des Américains, la réduction de l'aide, comment on appelle ça, des financements humanitaires sur le continent européen qui pousse en fait un certain nombre d'acteurs à parler de ce concept-là. Sauf que quand on regarde en fait avec qui ce changement-là il est fait, est-ce que les personnes ou les organisations qui sont les premières concernées font partie, on va dire, de ce mécanisme voilà, de redéfinition de l'action humanitaire? Euh, Certainement oui, mais pas assez de mon point de vue, hein. Donc aujourd'hui, je ne sais pas quels sont les mécanismes qui ont été mis en place
pour capter en tout cas l'avis des personnes qui sont les plus proches du terrain. Donc, voilà, tout ça pour dire que le chemin, il reste encore assez long. Alors, un autre mécanisme que nous utilisons, puisque tu as parlé de crise environnementale, c'est évidemment d'intégrer l'action environnementale dans l'action humanitaire avec des objectifs ambitieux de réduction de notre empreinte carbone. Donc, ce qui nous permet justement de repenser en fait nos actions et d'imaginer des solutions qui sont innovantes à tous les niveaux. D'accord? Au niveau ressources humaines, puisque de plus en plus, avoir de la ressource humaine qualifiée sur un certain nombre de terrains d'intervention. La question du fret, par exemple, d'imaginer, nous avons expérimenté le fait de réduire en réalité les coûts du fret en ayant une meilleure planification en amont et en passant par le maritime plutôt que par la voie aérienne, ce qui nous permet justement de faire des économies assez substantielles qui nous permettent de réinvestir en fait pour plus de soins, on va dire, sur le terrain. C'est aussi la question, par exemple, du plan peanut. Aujourd'hui, voilà, on achète encore beaucoup de plans peanut hors du continent africain, alors qu'on commence à avoir des débuts de production hein, de cet aliment là, thérapeutique sur le continent africain. La question, c'est pourquoi est-ce que voilà, on ne multiplie pas cette production locale sur le continent pour justement avoir accès à un produit dont les matières premières sont principalement issues, on va dire, du continent, qui nous permettent de faire des économies substantielles pour pouvoir soigner plus d'enfants et par ricochet aussi de réduire notre empreinte carbone parce que vous imaginez que transporter toute cette pâte depuis le continent européen vers l'Afrique, c'est pas forcément la solution la plus adaptée. Alors, Alima essaie aussi de faire beaucoup de recherche et d'innovation parce que pour nous, euh, c'est aussi par l'innovation et par la recherche que nous allons pouvoir adresser ces questions climatiques et aussi revisiter toute notre action humanitaire. Hein. On est plus porté sur la notion d'efficience, sur la notion comment on appelle ça, de lutte contre des maladies qui sont sensibles au climat, le paludisme, très vieille maladie, mais qui aujourd'hui développe, en fait, le parasite développe un certain nombre de résistances du fait des changements climatiques. Et on a aussi des maladies négligées, donc Ebola, Lassa, voilà. Nous sommes vraiment très portés par rapport à ça, mais aussi par rapport à l'innovation sur nos actions. Ça peut être sur la logistique ou sur d'autres paramètres. Donc, par rapport à la redéfinition des rapports de pouvoir, alors je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment par le dialogue. Nous pensons que on pourrait y arriver par le dialogue, alors dialogue avec les ONG nationales. Alima est une ONG qui veut faire avec les nationaux. J'entends par là les ministères de la Santé dans les pays où nous intervenons. C'est essentiel pour nous. Euh, donc, d'avancer également avec les ONG nationales, les ONG qui sont issues des pays d'intervention. Mais là, je parle des ONG qui sont qui ont une structuration qui est suffisante et qui ont envie. Hein. Donc, il ne s'agit pas d'aller être copain avec voilà, des organismes voilà, qui partagent pas en tout cas la même vision que nous. C'est également en partageant aussi le pouvoir avec aussi ces ONG parce que nous avons décidé de réserver des sièges en fait au sein de notre conseil d'administration pour ces ONG-là. Évidemment, ça engendre un certain nombre de difficultés, mais nous avons pris le parti de le faire et ça leur permet de s'exprimer parce que ce qui est important, c'est de pouvoir écouter ces ONG, écouter ces personnes qui sont issues, on va dire, des pays d'intervention. Donc, ils sont au sein de notre conseil d'administration et ils ont l'opportunité, en tout cas, de pouvoir s'exprimer de la meilleure manière. Et il y a aussi, je rejoins également ce que j'avais dit par rapport aux ressources humaines, c'est un accès, en fait, au parcours
pour ces personnes-là, c'est-à-dire les personnes de ces ONG nationales. Elles ont accès au parcours tout comme un personnel aliment, tout comme un staff aliment. Et on peut tout à fait imaginer que un staff d'une ONG nationale puisse être le directeur général d'Aliment demain, tant que la personne elle a toutes les compétences possibles. C'est également nos outils et nos matériels sont accessibles de manière non limitée aussi à ses partenaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cloisonnement quand on travaille avec elles. Alors, elles ont accès à tous ces outils-là pour pouvoir justement opérer de la meilleure manière. Évidemment, ce n'est pas facile. Je serais vous tromper si je vous dis que c'est facile, mais c'est pas impossible. La preuve, c'est que Alima arrive à le faire. Aujourd'hui, nous travaillons avec 6 ONG nationales dans 5 pays. Donc, c'est pas dans tous nos pays. Voilà pourquoi, parce que c'est pas évident de le faire partout, puisque nous privilégions la qualité plus que la quantité. Mais je pense que si on a beaucoup d'ONG qui essaient d'avoir un modèle voilà, similaire au nôtre, on pourra tout à fait arriver à transformer un certain nombre de choses. Donc voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Mm. Moumouni. Effectivement, tu as rappelé le difficile challenge d'avoir au sein des équipes des notions d'équité, d'inclusivité au niveau du staff et pour améliorer, en tout cas avoir une approche plus cohérente des réponses directement sur le terrain et aussi quand on parle de Humanitarian Reset, la nécessité d'inclure les récipiendaires, les décideurs nationaux, les acteurs locaux, les organisations de la société civile dans cette réflexion globale transformative de l'action humanitaire. Juste pour rappel, pour ceux qui ne sont pas au courant, les Plum Peanuts, c'est le premier matériel thérapeutique dans la lutte contre la malnutrition aiguë. Je parle sous le contrôle des spécialistes. Euh, Merci en tout cas pour ces éléments de réponse. Et peut-être pour aller un peu plus loin, euh, aujourd'hui, comment la gouvernance des ONG africaines sur le terrain, euh, comment leur gouvernance, elle peut développer des stratégies d'autonomisation malgré le jeu de dépendance financière face aux bailleurs et aussi peser sur l'agenda, peser sur le mécanisme décisionnel. Tout ça, il faut savoir qu'on est quand même dans un contexte particulier de réduction globale des financements dédiés à l'aide humanitaire, mais aussi à l'aide au développement, donc avec les coupes de USAID, mais pas que, aussi avec une tendance au faible financement, en tout cas au désengagement progressif des États traditionnellement donateurs. Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces éléments aujourd'hui, Moumouni? Comment aujourd'hui euh, repenser, développer, améliorer la gouvernance des ONG africaines? Mm. Oui, c'est une très bonne question. Alors, je vais partager un peu ma réflexion là-dessus, mais je commence euh, par les moyens, c'est-à-dire que on va pas y arriver si on n'a pas plus de mobilisation de ressources en fait au niveau local. Parce que comme vous le savez, qui paye en fait décide. Donc si on a une grande majorité en fait de financement qui continue de venir en fait hors du continent, ben, on va pas y arriver. Elles vont pas y arriver ces ONG-là. Donc Jean-François parlait tout à l'heure par exemple, du retrait de financement français lorsqu'il y a eu justement ce mouvement de, comment je vais dire ça, au niveau des pays du Sahel. Ben, évidemment, on peut tous déplorer ça, mais voilà, comment on fait pour les empêcher? Donc moi, je pense que les ONG africaines devraient vraiment trouver les voies et moyens pour sensibiliser davantage en fait les populations
de ces pays parce qu'on arrive quand même à avoir de plus en plus une classe moyenne qui émerge, en tout cas dans un certain nombre de pays. On arrive à avoir de grosses fortunes. Et aussi, je pense que ces États-là peuvent tout à fait aussi contribuer hein, à la hauteur de leurs moyens, tout comme le font, on va dire, les États dans les pays développés. Donc, pour moi, la première clé, c'est ça, arriver de plus en plus à mobiliser des ressources pour faire tout simplement, en fait, ce qu'elles ont aussi envie de faire. Le deuxième élément, je reviens toujours sur la ressource humaine parce que pour moi, c'est aussi l'élément important, c'est d'arriver à recruter en fait des cadres compétents qui sont capables de définir des objectifs ambitieux et de les défendre. Donc, tout à l'heure, je parlais d'advocacy pour lever plus de ressources et tout, pour structurer, on va dire, leurs associations en interne, mais si elles n'ont pas de cadres voilà, qui sont compétents, en fait, ils vont pas y arriver. C'est évident, mais bon, parfois on a certaines structures qui se perdent quand même un tout petit peu là-dedans. Et il faut aussi en interne, en fait, que ces associations-là qui pendant longtemps ont été regardées vraiment de très haut avec des suspicions, mais qui sont aussi engendrées par elles-mêmes, il faut qu'elles arrivent à se structurer davantage, d'accord? Donc, il faut que leur gouvernance soit la plus transparente possible, pour elles aient des outils qui soient les plus, comment on appelle ça, transparents possibles et les plus efficaces possibles pour montrer que, en réalité, elles sont tout à fait capables de délivrer une aide humanitaire d'aussi bonne qualité que les ONG internationales, dans la bonne transparence, avec des ressources qui vont être utilisées pour ce qu'elles défendent. Ça, c'est pas évident, mais je pense que en mettant plus d'efforts, en fait, elles pourront tout à fait y arriver. Et dernière chose, je dirais que ces associations-là ne vont pas y arriver seules, hein. Je pense qu'elles ont besoin d'un appui des ONG internationales, qu'elles soient du sud ou du nord, elles ont besoin d'être appuyées et elles auront aussi besoin de l'aide des États. Donc, on revient encore sur ces États qui ne devraient pas trop, comment on appelle ça, influencer sur l'action humanitaire. En Europe, peut-être de trouver des mécanismes nouveaux, différents pour apporter, on va dire, un soutien financier sans pouvoir décréter de comment est-ce que euh, ces ressources financières doivent être utilisées par les acteurs de l'aide. Donc, je pense que les États doivent également faciliter un certain nombre de choses pour les ONG, qu'elles soient internationales ou nationales, tout à fait par rapport à ce que Jean-François vient de dire, leur donner un peu plus de ressources, leur donner un cadre qui soit le plus approprié possible pour leur action, ne pas emmerder les ONG, qu'elles soient nationales ou internationales, ne pas bloquer leur action. Euh, et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. Merci beaucoup pour votre intervention. Je rappelle que le chat est ouvert. On prendra les questions juste après les échanges avec l'ensemble des participants. Peut-être passons à votre intervention, Stéphanie Chambiano. Euh, Aujourd'hui, vous avez un champ de spécialité très large, notamment en ce qui concerne les enjeux sanitaires internationaux, la santé mondiale. Euh, Peut-on encore parler d'humanitaire sans frontiérisme? Euh, alors ça, c'est un vrai sujet parce que ça, ça- ça pose ça pose question aussi de l'ingérence, de la liberté d'ingérence. Finalement, aujourd'hui, on est dans un monde qui est saturé par la fermeture des frontières et la restriction de la mobilité des acteurs humanitaires, donc qui participent globalement à la restriction globale de l'espace humanitaire. Donc, que faire, notamment face aux crises qui sont de plus en plus alarmantes? Alors, on a parlé de Gaza, on a parlé aussi du Soudan, mais ça a été aussi longtemps le cas en Somalie. Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être développer sur ce point?
Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que cette question finalement de l'accès aux lieux de crise, elle est devenue une vraie question pour l'aide humanitaire de manière générale. Et ce qui est très paradoxal ici, c'est que dans le même temps, on voit effectivement une montée des barrières en fait de part et d'autre, alors même qu'on est dans le moment où on a saisi plus que jamais à quel point est-ce qu'on était face à des enjeux globaux, à quel point est-ce que finalement les problèmes des uns se diffusent au niveau international, à quel point les problèmes des uns et des autres, effectivement, impactent finalement ce qui peut se passer en dehors de leurs propres frontières. Et donc, c'est vrai que c'est très paradoxal aujourd'hui. On a cette question de l'accessibilité, finalement, qui est devenue une question centrale. Alors, à la fois pour des questions de sécurité, hein, notamment, bon, tout à l'heure, évidemment, Jean-François Mounier évoquait la question des conflits armés, des guerres, etc. Et c'est vrai qu'on a une multiplication de ces conflits. Là, je lisais que le CICR estimait qu'on a à peu près aujourd'hui 120 conflits armés dans le monde, en fait, donc avec tout ce que ça signifie en termes de coûts humains, voilà, d'argent dépensé à faire la guerre aussi, qui ne va pas être utilisé pour des dépenses d'intérêt général, etc. On voit que donc il y a des questions de sécurité évidentes, que les emblèmes, les logos des organisations n'ont plus la force protectrice qu'ils pouvaient avoir jusqu'alors, qu'il y a une question du lien de confiance. Et puis de l'érosion du droit international humanitaire. C'est vrai que pour le coup, cette question d'un droit international humanitaire qui ne serait plus finalement un rempart à la fois pour les civils, mais aussi pour les humanitaires, elle pose la question de l'accès finalement à certaines zones en particulier. Je voulais aussi rebondir sur ce que Jean-François disait tout à l'heure. Il y a une grande partie aussi de la difficulté de l'accès qui est liée effectivement à des tensions géopolitiques entre pays. On évoquait tout à l'heure, par exemple, les pays du Sahel et le fait effectivement que du fait de tensions géopolitiques entre les pays, des pays, par exemple, comme le Niger, le Mali ou le Burkina Faso, ne vont plus faire partie de la liste des pays prioritaires de l'aide française, typiquement, alors même qu'ils ont été des pays d'investissement pendant des années et des années. Donc on voit bien effectivement, tout à l'heure Jean-François a utilisé le terme de chantage, que finalement, la tension géopolitique entre les pays aussi, elle va être un frein d'une certaine manière à l'aide et elle va avoir un impact direct sur les populations. Voilà, à l'inverse, on a aussi des pays d'intervention de l'aide, on va dire, qui, pour des raisons politiques, vont refuser l'accès aussi typiquement à des ONG ou à d'autres dans le sens où ils vont là aussi assimiler finalement une organisation internationale à un pays d'origine. Voilà, c'est des tensions qui ont quelque part toujours existé. Voilà, je repensais tout à l'heure là, en écoutant les uns et les autres au fait que par exemple à une certaine période, MSF avait dû partir du Niger par exemple en dénonçant une famine que l'État ne voulait pas reconnaître. Et donc il y a toujours eu des tensions comme ça relativement importantes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi des logiques d'amalgame, etc., qui créent des barrières aussi à l'accès au terrain humanitaire pour les organisations. Et c'est vrai que ce qui est quand même très particulier et très paradoxal, en fait, c'est que dans le même temps, on est aujourd'hui confronté à des enjeux qui sont profondément globaux, en fait. C'est-à-dire que ce soit les questions de sécurité, les questions humanitaires, ou des enjeux comme l'environnement ou comme la santé sur laquelle je travaille moi en particulier, on voit bien à quel point aujourd'hui on est dans un village mondial en fait. On est vraiment dans des logiques d'interdépendance complète et on voit à quel point finalement bah, les déterminants de ces différents enjeux sont des déterminants qui sont profondément transnationaux et à quel point finalement ce sont des enjeux qui réclament comment dire, des réponses qui doivent être théoriquement coordonnées au niveau international, pensées, etc., etc. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, je trouve, très paradoxal, en fait, que d'avoir ces montées de boucliers, ces impossibilités finalement à se déplacer, alors même que, voilà, on est dans des logiques d'interdépendance qui sont extrêmement importantes. Donc c'est sûr que je pense qu'il faut aujourd'hui
peut-être aussi faire le deuil d'une espèce d'image d'Épinal, finalement, de l'acteur humanitaire sans frontières, tel qu'on l'a connu d'une certaine manière, hein, qui vient d'ailleurs, qui va sauver des vies dans l'urgence, etc. Je pense effectivement qu'on est dans un moment où on va aussi réinventer d'une certaine manière des façons de faire qui vont être différentes et qui vont aussi dans le sens de ce que Moumouni comment dire, évoquait avec la mise en place de partenariats, avec voilà, le fait de travailler de manière différente. Et pour le coup, je pense que la crise Covid a vraiment bien montré que les ONG internationales, elles étaient tout à fait capables en fait de s'adapter pour continuer à agir sur le terrain, pour lancer d'autres activités, finalement, il y a une résilience des ONG qui est quand même extrêmement forte et je pense qui a toujours été là, avec des nouvelles formes d'aide qui vont se mettre en place, bon, l'utilisation des outils numériques, les transferts d'argent, toute cette logique aussi de la localisation, en fait, qui en réalité est une tendance et un souffle fort qui est déjà lancé depuis quelques années. Enfin, il y a aussi toutes ces réflexions sur la nécessaire décolonialisation des pratiques, etc. Bon, moi, j'entends aussi beaucoup d'acteurs qui disent que c'est finalement le moment aujourd'hui, d'une certaine manière, où qu'on pourrait saisir, on va dire, pour effectivement réinventer un peu les pratiques. En tout cas, disons, voilà, se poser aussi des questions et le faire de la manière la plus honnête possible. Bon, il y aura toujours des zones dans lesquels voilà, les acteurs internationaux, quelque part, devront réagir. Mais c'est vrai que je pense qu'il va y avoir quand même dans les années qui viennent à la fois des changements institutionnels profonds. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'organisations qui vont, par exemple, en termes de gouvernance, se donner des modes de gouvernance originaux. Tout de suite, on évoquait Alima, mais c'est vrai que, je vois, y compris en matière de santé, on a de plus en plus, par exemple, de coalitions mondiales ou d'organisations en fait qui vont être un peu dispatchées ou qui vont créer des réseaux internationaux qui vont se réunir sous un même label avec un même objet, etc. Donc ça, c'est d'autres façons de travailler ensemble. Bon, la décentralisation des sièges, l'ouverture des conseils d'administration, enfin, il y a un questionnement autour des enjeux effectivement de gouvernance en fait qui sont importants, des enjeux organisationnels aussi, évidemment, voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu en train de changer de grammaire, hein. Certains trouvent que c'est parfois un peu superficiel, mais on est sur des logiques de co-construction. Enfin, je pense qu'il y a quand même en ce moment vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et peut-être aussi, dans ce grand virage au sud, le fait de travailler avec des organisations qui sont peut-être un peu étrangère, on va dire, à ce que Jean-Pierre Olivier de Sardan, par exemple, appelle l'industrie de l'aide, et notamment voilà, des collectifs citoyens. Enfin, bon, moi, je sais que j'ai été très marquée par tous les mouvements citoyens qu'on a pu avoir. Il y en a marre, le ballet citoyen, la Lucha, enfin tous ces groupes qui ont quand même une énergie qui est extrêmement forte et qui montrent aussi à quel point il y a une envie vraiment des citoyens, on va dire, de s'impliquer sur des enjeux de santé publique, sur des enjeux, pardon, d'intérêt général. Donc, je pense aussi que, voilà, il va falloir réinventer d'une certaine manière, en fait, une façon de faire peut-être un peu différente. Euh, voilà, peut-être aussi modifier la façon dont on agit et peut-être, je rejoins Jean-François aussi, peut-être sur une forme de radicalisation des pratiques, hein, d'une certaine manière, au sens où je vois dans le secteur du climat, par exemple, bah, il y a de plus en plus, effectivement, de chercheurs, par exemple, qui appellent à une forme de désobéissance civile, enfin, qui ont un discours qui est quand même extrêmement fort sur ces questions. Et je pense que effectivement, on va aller vers une forme de repolitisation, effectivement, de l'aide d'une certaine manière. En fait, ce qui est assez étonnant, je trouve, c'est que on a cette espèce de remise en question un peu structurelle, en fait. Alors, sur les modes de financement, évidemment, mais aussi sur les façons de faire, sur, voilà, sur les rapports de pouvoir, sur le rapport à l'État, en fait et notamment aux États bailleurs. C'est vrai que peut-être, voilà, ces dernières années, on a eu une augmentation importante des financements qui sont disponibles, avec des relations fixes qui se sont enfin, qui se sont nouées entre ONG, bailleurs, etc., qui ont peut-être aussi
modifier en fait la façon dont les ONG interagissent avec les États. Moi, je pense par exemple qu'en matière de financement, il est évident que dans les années à venir, enfin au-delà des financements institutionnels, à mon avis, il va y avoir beaucoup de pistes à explorer, notamment par exemple le fait de travailler davantage avec peut-être les diasporas sur par exemple l'argent des remises. En fait, on dit toujours que voilà, ce que les membres des diasporas envoient à leur famille est très largement supérieur à l'aide publique au développement, en fait, et que pour le coup, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Or, cet argent, il n'est pas forcément toujours utilisé de manière très structurante, très organisée, etc. C'est de fait, je pense qu'il y a quelque part là une puissance importante. De la même façon, en termes de financement aussi, je pense que le financement citoyen, ça va devenir aussi quelque chose de très important. Et je pense qu'il y a encore des marges de manœuvre. On est très nombreux aujourd'hui à ne pas forcément donner aux organisations, par exemple. Il est évident que la marge de manœuvre des organisations, enfin, des ONG, et ce qui va aussi permettre voilà, d'être indépendant pour le coup au maximum, eh bien, c'est aussi de pouvoir mobiliser des financements à la base, enfin, des financements individuels. Et franchement, moi, je pense que vraiment la question du don aux organisations, aux ONG, etc., ça va devenir un geste très fort, en fait, un geste citoyen beaucoup plus important que ça n'est aujourd'hui, où finalement, voilà, je pense que c'est toujours un peu le même profil hein, de gens qui vont donner à une cause ou à une autre. Là, je pense vraiment que pour le coup, la crise actuelle, elle nous montre aussi à quel point le système, de manière générale, est quand même voilà, dépendant de certains bailleurs en particulier et à quel point il va falloir aussi voilà, repenser ça en fait. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. En tout cas, moi ce qui me marque vraiment, c'est cette dimension complètement ambivalente en fait, entre en même temps une espèce de tendance au repli sur soi, voilà, une forme de conservatisme, enfin de souverainisme. En fait, la question de la souveraineté nationale, on n'a jamais autant parlé de souveraineté nationale qu'aujourd'hui, alors même qu'on a vécu il y a maintenant 3-4 ans une crise mondiale qui a véritablement montré que les questions de souveraineté, elles étaient relatives, en fait, d'une certaine manière. Et à quel point est-ce que, justement, il fallait qu'on trouve des réponses globales et qu'on prenne les choses vraiment de manière collective. Donc voilà, moi c'est vraiment ça qui me marque en fait, cette question de l'accès au territoire qui va être restreint, parce que c'est non seulement l'accès à l'aide, l'accès à ceux qui en ont le plus besoin est rendu difficile pour les humanitaires, mais à l'inverse, ceux qui en ont le plus besoin ne peuvent plus non plus en fait aller vers l'aide en fait. Donc c'est vraiment dans les deux sens. Et je trouve que c'est complètement anti-historique en fait. Enfin, pour moi, c'est l'inverse en fait de cette tendance lourde de la mondialisation, qui est aussi celle du mouvement en réalité. Donc, pour moi, voilà, c'est une forme d'étonnement en tout cas. Merci beaucoup pour cette précieuse intervention. Effectivement, avant de parler des nouvelles formes d'aide, de l'élargissement, en tout cas des pratiques de l'aide, vous avez parlé de l'implication des diasporas, notamment de la Lucha, que je rappelle qu'il y a un mouvement militant qui est présent à l'est de la RDC, qui prône la citoyenneté et la démocratie, mais aussi très engagé dans les formes d'aide locale issus de la diaspora, en tout cas. Et puis, vous avez parlé aussi de l'élargissement des acteurs, l'élargissement des pratiques, comment ce secteur est en capacité de s'approprier les innovations de manière très rapide pour répondre face aux crises. On pense aussi à Microdon, par exemple, qui est une manière de financer tout à fait innovante. Euh, moi, j'aimerais vous avez terminé sur la question des tensions géopolitiques. En quoi finalement ce contexte global qui recycle, en tout cas durcifie la conditionnalité de l'aide et qui impacte les personnes qui en ont le plus besoin, vous avez parlé du Sahel, en quoi ce contexte global aussi de retrait considérable des financements, qui est un cataclysme hein, dans l'histoire de l'aide internationale hein, depuis ces dernières décennies, comment elle remet en question les principes et les standards humanitaires euh, qui sont aujourd'hui à l'épreuve. Comment continuer de faire de l'aide malgré tout et de défendre la notion d'impartialité et de
neutralité. Avant peut-être que vous puissiez répondre, je rappelle tout de même que dans le chat, vous ne pouvez pas intervenir directement avec les panélistes. Je vous encourage à proposer des questions et nous y répondrons juste après la dernière intervention de Stéphanie Turbiano. Merci, je vous laisse la parole. Très bien. Alors oui, effectivement, c'est vrai qu'on a quelque part aujourd'hui une forme de remise en question des principes humanitaires. Bon, le principe de neutralité, le principe d'impartialité, notamment, enfin qu'on a déjà largement évoqué. C'est vrai qu'en réalité, l'action des ONG et l'action humanitaire, elle a depuis très longtemps été l'objet de discussions. Voilà, elle n'était pas suffisamment efficace, rapide, trop occidentalo-centrée, trop coûteuse, trop bureaucratique. Enfin, il y a eu énormément finalement de questionnements sur l'aide, mais ce qui aujourd'hui en fait marque la période, c'est qu'en fait maintenant on n'interroge plus seulement finalement les modalités, les manières de faire de l'humanitaire, etc. Mais en fait on interroge l'humanitaire en tant que tel, en fait. C'est-à-dire la solidarité internationale ne semble plus une évidence. Il y a une forme de remise en question et ça, c'est vrai que c'est quand même extrêmement fort parce que le principe de neutralité, le principe d'impartialité que vous évoquez, et comme le disait tout à l'heure Jean-François, en réalité, neutralité et impartialité, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'aller vers là où le besoin est le plus important. Enfin, c'est fondamentalement, en fait, c'est ça. Alors certes, il y a quelque part une espèce d'exigence, de réserve sur des clivages. Enfin, on a cette image des ONG qui ne vont pas se positionner dans un jeu politique, électoral, par exemple, qui ne vont pas forcément appeler à voter pour les uns ou pour les autres, etc. Mais ce que la neutralité signifie au-delà en fait de cette question du jeu électoral, on va dire, c'est véritablement en fait la neutralité au sens de porter secours à celui qui en a le plus besoin, qui qu'il soit en fait d'une certaine manière. Et pour le coup, c'est vrai que c'est assez étonnant en fait de lire par exemple en ce moment toutes les attaques qui peuvent être portées contre des organisations, par exemple, qui prennent la parole sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, estimant qu'elles prennent parti, en fait, alors même que c'est pas une question de ne pas être neutre ou de ne pas être impartial, c'est juste prendre parti pour l'humanité, en fait, d'une certaine manière. Enfin, c'est vraiment... Et donc, il est évident qu'il faut être très attentif aux termes qu'on utilise, qu'il faut absolument toujours voilà, rappeler les termes du débat, en l'occurrence, je veux dire, les horreurs absolues du 7 octobre, etc. Mais en même temps, être neutre, ça n'est pas en fait ne pas agir. Enfin, c'est ça qui est quand même extrêmement important. Et si on prend les grands principes humanitaires en fait, qui sont comment dire, qui conduisent quelque part l'action humanitaire depuis toujours, en fait, on voit que les principaux principes enfin, sont aujourd'hui vraiment remis en question. Bon, ces principes, c'est l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, bon, l'universalité. Donc, ceux-là sont importants, mais juste si on en prend deux, en fait, bah, le principe d'humanité. Donc, le principe d'humanité, c'est regarder l'autre comme soi-même, en fait, que le fait que finalement quelqu'un est un être humain suffit à le considérer comme un frère. Enfin, si je veux un peu aller plus loin, en réalité, d'une certaine manière, c'est ce que ça signifie en fait. Et de la même façon, le principe d'universalité, bah, c'est reconnaître les mêmes droits à tous, quelle que soit leur religion, leur âge, leur culture, etc. etc. Or, aujourd'hui, en fait, on a l'impression que cette question de l'humanité, elle n'est plus suffisante finalement. C'est plus un argument suffisant on entend de plus en plus une espèce de petite musique qui dit mais est-ce que c'est à nous d'aller nous occuper de ce qui se passe en dehors de nos frontières? Il y a suffisamment à faire chez nous, en fait. Et d'une certaine manière, voilà, ce sens de la responsabilité, en fait, de ce qui va toucher d'autres humains, finalement, à l'autre bout du monde, ce principe-là, il est quelque part aujourd'hui remis en question. Et c'est fou parce que, enfin, non seulement ça pose un problème, je dirais, éthique, évidemment, mais même, en fait, c'est complètement contre-productif. C'est aujourd'hui, vous voyez, par exemple, je trouve, moi, que toute la discussion aujourd'hui, en fait, c'est de dire, l'argument, c'est de dire, alors, l'aide publique au développement diminue parce que, finalement, on est dans un régime de contraintes financières et on doit investir sur de l'armement, penser à la sécurité avant tout, etc. Donc ça, c'est le grand argument, et je dirais que quelque part, ça fait presque comme un argument d'autorité, comme un argument qui va mettre fin à la discussion d'une certaine manière. On se dit, ah bah oui, effectivement,
c'est un argument qui peut primer d'une certaine manière. Voilà, la sécurité des administrés passerait avant tout le reste. Mais en réalité, l'aide humanitaire, c'est un facteur de paix en réalité. Enfin, et c'est même un facteur de paix extrêmement important dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Les enjeux n'étaient peut-être pas les mêmes il y a 50 ou 60 ans, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est une grave erreur stratégique en fait que d'opposer par exemple la sécurité et l'aide humanitaire et de les mettre en concurrence d'une certaine manière l'une et l'autre. En tout cas, c'est pour le coup un intérêt qui est très mal compris. Et en plus de ça, c'est, je pense, stratégiquement très mal pensé parce que, je veux dire, quel message est-ce que les États envoient finalement quand ils prennent des décisions de ce type? Eh ben, ils envoient le message qu'ils ne sont plus finalement des États qui ont les moyens en fait de compter sur la scène internationale, qui ne sont plus des États sur lesquels on peut compter justement pour financer des interventions qui nous regardent tous en fait. Et donc, ces États, ils vont aussi perdre, enfin, et de fait, ils perdent déjà largement en crédibilité. Voilà, les interventions humanitaires, elles font partie justement de ces interventions globales, collectives, en fait, dont on a besoin aujourd'hui. Et en réalité, bah, ce qui se passe au Soudan, je veux dire, c'est un, je veux dire, la réponse, en fait, à ce qui se passe. Voilà, dans tous les lieux du monde, en réalité, elle nous concerne aussi directement. Donc voilà. Et donc moi c'est vrai qu'en termes de principe, j'utiliserai aussi pour convaincre en fait de l'importance de l'humanitaire le principe de non-malfaisance, c'est-à-dire la crainte des effets collatéraux négatifs en fait de nos actions. Et le fait de ne pas prioriser pour le coup de l'aide humanitaire, eh bien c'est aussi ne pas avoir conscience que c'est en réalité un investissement qui est très rentable en fait, y compris et surtout en matière de sécurité de manière générale. Surtout que voilà, des moyens, il y en a aussi, enfin je veux dire, on peut en trouver, on peut aussi créer des financements additionnels. Voilà, il suffirait de créer une taxe sur le coca, boisson dangereuse pour la santé, pour financer vous voyez, pour avoir des revenus, ce qu'on appelle des financements innovants. On en a eu plusieurs hein, dans le domaine de la santé qui permettent véritablement d'avancer sur ces questions. Voilà, je voulais juste aussi revenir sur cette question du principe d'indépendance vis-à-vis des États et d'autonomie. D'autonomie bah, des organisations, notamment humanitaires, à décider pour elles-mêmes ce dont elles ont besoin d'une certaine manière. C'est vrai que là, bon, la crise financière qui est la nôtre, elle oblige parfois des ONG à fermer des programmes, à licencier du personnel, etc. Bon, clairement, la démonstration est faite du manque d'autonomie, en fait, et de la dépendance finalement à la décision politique, en fait, pour un grand nombre d'organisations. Et je pense que peut-être pour beaucoup d'organisations, les ONG sont devenues quelque part des espèces d'auxiliaires des pouvoirs publics, en fait. Et je pense que ça s'est fait aussi tout doucement, parce que c'était effectivement plus facile, plus confortable, que ça arrangeait quelque part aussi tout le monde, et voire même parfois, des organisations se sentent même, moi j'ai souvent entendu des collègues dire ça aussi, hein, presque prestataires de services en fait. C'est-à-dire que cette logique que les bailleurs de fonds lancent des appels à projets sur des thématiques qui sont très précises, dans des lieux géographiques très précis, etc., que des ONG postulent, qu'elles soient retenues, qu'elles touchent des financements. Enfin, finalement, voilà, c'est un rapport à l'État aussi qui a aussi évolué au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que dans le même temps, les ONG françaises, typiquement, elles sont assez peu financées par les financements publics français. Jusqu'alors, elles étaient assez peu financées par des financements américains, par exemple. Et c'est vrai que là, ces dernières années, il y a eu une augmentation aussi de la part des financements publics dans ces... Donc, ce qui évidemment ébranle encore plus, peut-être aujourd'hui, le monde humanitaire. Mais voilà, il y a toujours eu des stratégies en fait pour garder cette indépendance vis-à-vis des États. Bon, bah voilà, de diversifier les bailleurs, de choisir plutôt tel bailleur plutôt qu'un autre quand on veut intervenir dans telle ou telle zone, de poser des règles claires, etc. Mais il n'empêche en fait que au fur et à mesure du temps, il y a quand même cette espèce de compagnonnage en fait qui s'est installé en fait et qui s'est voilà, qui peut être aussi, enfin, aujourd'hui en tout cas, on est peut-être obligé de réinterroger ça et voilà, et se dire que, euh, enfin, voilà, peut-être les modes de financement aussi peuvent évoluer ou
Voilà. En tout cas, c'est clairement pour beaucoup de gens, je pense, une espèce de prise de conscience de tout ça. Et je voulais revenir à ce que tout à l'heure Jean-François disait sur la question de la repolitisation de l'aide. En fait, c'est vrai que lui, il évoquait l'aide dans le sens d'un outil conditionné par des intérêts politiques. En fait, c'est ce qu'il disait. Finalement, l'aide, elle sert aussi à défendre des intérêts, des rapports de pouvoir, etc. En fait, que d'une certaine manière, elle est, comment dire, elle est fondamentalement un outil, on va dire, dans la géopolitique ou dans les rapports de pouvoir, etc. Mais et je pense que justement, ça fait lien avec ce processus un peu de technicisation de l'aide en fait, qui s'est progressivement mis en place. C'est-à-dire que avec la professionnalisation, effectivement, il y a une forme de standardisation finalement des manières de faire, donc qui nous a permis à tous hein, de gagner. Vous avez vu, parfois je dis il, parfois je dis nous, mais bon, peu importe, c'est ma double casquette. Mais je pense qu'effectivement, cette standardisation de l'aide, en fait, elle a permis de gagner en efficacité, vraiment en rapidité, etc. Et c'est vrai que les acteurs de l'aide aujourd'hui bah, ont une espèce aussi d'obligation de formater les projets pour qu'ils soient conformes aux attentes, respectueux des directives, des procédures, etc. Et que finalement, on réinterroge pas forcément le sens de l'aide, mais il s'est quelque part normalisé, il s'est institutionnalisé. Et c'est vrai que je pense qu'on avait perdu l'habitude en fait de défendre l'aide, en fait, parce que ça semblait évident, ça semblait aller de soi, être reconnu par tout le monde, être accepté de tous, etc. Enfin, à la fois des bailleurs, des pays d'intervention, etc. Et par ailleurs, je pense que beaucoup d'organisations aussi avaient tendance à éviter de se positionner de manière un peu clivante, etc. Justement, de s'auto-censurer, enfin, bon, et à raison, en fait. Parce que effectivement, ça pouvait avoir des effets collatéraux négatifs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on est dans un moment où il va y avoir une forme de repolitisation de l'aide, au sens où les valeurs de l'aide, en fait, il va falloir les défendre davantage, que finalement, ben, on voit bien aujourd'hui l'aide elle-même, elle est mise en débat, elle est défendue, elle va être l'objet d'une mobilisation collective. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, les acteurs de l'aide vont devoir la défendre, en fait, et la justifier, la documenter, etc. Enfin, et ça, ça signifie que c'est un enjeu qui est politisé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une mobilisation, il y a une mise en débat, il y a un objet de polarisation, de clivage, de controverse, et tout ça. Ça, c'est typique, en fait, d'un objet politique, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, on le voit bien là, dans les décisions qui sont prises, et notamment décisions américaines. Bon, bah, non seulement il y a une décision de l'administration Trump de supprimer 90% des financements de l'USAID. Mais en plus de ça, il y a une décision en fait de sortir une liste de mots-clés qui ne pourront plus apparaître dans les publications des chercheurs qui travaillent pour les États-Unis, etc. Or, ces mots-clés, c'est des mots qui sont liés aux questions de genre, aux questions de race. Enfin, c'est vraiment c'est des mots qui sont extrêmement forts d'un point de vue politique. Et on voit bien que finalement aujourd'hui, et c'est ça qui est peut-être le plus troublant et le plus terrible pour nous tous, en fait, c'est que il y a une attaque en fait qui est à la fois une remise en question sur le plan du financement, mais même une remise en question effectivement sur l'aide elle-même en fait et sur ce qu'elle signifie en fait. Et c'est vrai que ça, c'est quand même, je pense, quelque chose qui est assez nouveau. Enfin, on se dit souvent, ah oui, face à une crise, comment est-ce qu'on va réagir? Bah, le premier réflexe, c'est de se dire, bah, regardons l'histoire. Mais on regarde l'histoire, finalement. Je pense qu'on n'a jamais eu de crise de l'ampleur de celle qu'on a aujourd'hui, en fait. Donc, ça veut dire aussi de nouvelles réponses. Enfin, je veux dire, il faut qu'on considère que c'est le moyen pour nous de faire un exercice d'autocritique. Enfin, je veux dire, il va falloir qu'on saisisse cette crise-là, qu'elle ne soit pas gâchée, comme on dit. Mais en même temps, en fait, ce qui est très troublant, c'est que on se retrouve aussi à devoir justifier ce qui jusqu'alors nous semblait évident, peut-être, parce que, enfin, au nom du principe d'humanité, il nous semblait qu'il était compliqué en fait de remettre en question l'aide en tant que telle. Et ça donne une dimension forte, je trouve, à la période qui est la nôtre aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre intervention. Effectivement, on a une période de repenser l'aide et pour peut-être euh, aller dans votre sens, effectivement, nous sommes très éloignés du modèle de guerre mondiale, engagement massif dans le conflit, mais depuis 1945, nous n'avons jamais eu autant de conflits internes. Donc, c'est-à-dire que d'États engagés au niveau quasiment individuel, national dans les crises, oui.
Oui, et je voulais juste préciser aussi, en fait, que enfin, non seulement la question se pose Mhm, entre les États, mais elle se pose aussi au sein même des États. C'est-à-dire que les mhm, inégalités sociales, les inégalités économiques, les inégalités sanitaires, etc., elles n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui au sein même des États. Donc, on a cette double préoccupation de, voilà, mhm. des inégalités mondiales et même des inégalités au sein même des États qui rend aussi la situation assez explosive. Pardon. Oui, non, non, c'est vrai, des inégalités totalement transcendées et multi-échelles, multidimensionnelles. Vous avez notamment mentionné cette confrontation difficile avec le fait d'aider et en même temps le principe de do no harm, ne pas nuire, qui est parfois un jeu d'équilibriste, notamment lorsqu'il s'agit de financement par des bailleurs publics ou privés. Si on peut passer aux échanges, alors il y a quelques questions. Que j'ai pu identifier. Dont on n'a pas parlé du rapport au court terme. Alors, c'est vrai que on s'est rendu compte, notamment la guerre en Ukraine nous l'a démontré, on a été en capacité de répondre rapidement, massivement, sur le court terme, aux besoins des populations vulnérables en situation de souffrance face à un conflit. Maintenant, comment envisager un humanitaire, des actions humanitaires long terme? Comment continuer de défendre les besoins et les droits des populations vulnérables? Et en toute honnêteté, je pense que c'est ce qui est beaucoup critiqué par les détracteurs de l'aide humanitaire et de l'aide internationale globale, c'est la question de la cohérence et de l'efficacité, notamment dans les réponses, euh, les plans de préparation, anticipation, résilience face aux crises et aux conflits. Donc voilà, si vous pouviez peut-être commenter ce propos, je vous laisse la parole. Ouais, je vais commencer si ça vous va. Enfin, c'est toujours compliqué d'opposer le long terme et le court terme et de dire que l'humanitaire, c'est que l'urgence et le reste du développement. Enfin, il y a des programmes qui se sont qualifiés d'humanitaires et qui existent depuis 40 ans, en camps de réfugiés ou sur les problématiques du VIH. Donc, c'est difficile de faire la part des choses entre ce qui relève du court terme, du long terme, de l'humanitaire, ou pas de l'humanitaire. Enfin, ce qui est important, et c'est quand même des réflexions qui datent depuis quelques années et que Mouni et Stéphanie ont rappelé autour de comment limiter le néocolonialisme humanitaire, comment créer les conditions que les populations concernées aient la main sur ce qui semble être bon pour elles et qu'elles soient à co-construction, voire même le choix de développer des programmes qui leur correspondent, tout ça avec une approche communautaire. Tout ça, c'est des principes d'opérationnalité qui ont quand même été pas mal développés ces dernières années, peut-être pas par toutes les associations, mais beaucoup d'associations se sont calées sur cette logique-là de partenariat avec des émanations de société civile, que ce soit les ministères de la Santé ou que ce soit des associations locales qui ont parfois été accompagnées dans leur émergence, dans leur renforcement, pour que ces associations-là puissent être elles-mêmes des leviers de contre-pouvoir, de politique, de plaidoyer dans leur propre pays ou à l'échelle internationale. Donc il faut continuer dans ce sens-là, de la même manière que former des acteurs locaux dans le cadre de leur propre dynamique, encore une fois, que ce soit plateforme de société civile, ministère de la Santé ou autre, ça fait partie des éléments qui sont importants à soutenir. Enfin, l'enjeu et je terminerai par là sur cette prise de parole pour laisser aussi la parole aux autres, mais euh, évidemment, l'exercice critique des ONG, enfin, ça fait longtemps qu'on sait que l'indépendance, elle se crée sur le choix des dépendances. Et quand vous avez des assos qui ont laissé accepter l'idée d'être à 90% ou 100% financés par des fonds institutionnels, eh bien, évidemment, ils se sont retrouvés confrontés à la bonne volonté des États dans ce qui relève aujourd'hui d'une question existentielle. Et donc, ça fait longtemps qu'on sait qu'il faut travailler sur d'autres modèles économiques si on veut garder une certaine capacité d'indépendance. Et aujourd'hui, il me semble que c'est vraiment très tard. Beaucoup d'associations, on a parlé des coupes de Trump, mais c'est aussi 50% des fonds institutionnels européens qui vont être coupés, et avec l'émergence et le renforcement dans les champs de pouvoir des populismes et de l'extrême droite. Et ça ne va pas s'améliorer, on le sait. Et donc, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, ce que rappelait aussi Stéphanie, c'est certes la remise en question
de l'évidence de la nécessité d'une solidarité internationale, de surcroît dans des contextes où il y a des enjeux globaux à résoudre de manière globale. La crise Covid l'a montré, Ebola et d'autres. Et pourtant, on a des États qui sortent de l'OMS, l'Argentine, les Américains, peut-être demain la Hongrie, l'Italie, on n'en sait rien, et qu'on remet en question les enjeux de solidarité internationale du fait, encore une fois, des idéologies d'extrême droite. Et au fond, ce que montre cette remise en question de l'écosystème humanitaire, c'est évidemment une crise politique, une crise de valeurs, c'est un des symptômes d'une régression démocratique dans les pays occidentaux. Et je vais peut-être juste te laisser la parole, Jean-François, pour un sujet que je pense que tu connais, parce il vient d'avoir une question sur la weaponization de l'aide, le fait de militariser l'aide. Je pense que c'est une question qui est tout à fait intéressante parce que, pour le coup, ça fait partie de la question globale de l'instrumentalisation de l'aide, notamment sur la bande de Gaza. Si tu peux éventuellement commenter, parce que ça, c'est une question qui a Oui, été posée plusieurs fois. je vais évoquer rapidement, après je laisserai aussi Mouni et Stéphanie, je suis sûr qu'ils ont plein de choses à dire sur la première question, mais oui, la militarisation, la privatisation de l'aide, elle est dénoncée aujourd'hui par les Nations Unies, par les ONG qui bossent à Gaza, parce qu'effectivement, dans les annonces que j'évoquais de déportation probable euh, massive vers le sud de l'entièreté de la population palestinienne de Gaza, en tout cas ces annonces de Smotrich dans un contexte d'affirmation de M. Netanyahou d'envahir la totalité de la bande de Gaza, il y a l'idée de faire bosser des organisations de mercenaires américains et autres, et cela en dehors de tous les principes qu'on a rappelés, conseiller Vertu a rappelé tous les trois, tous les quatre, d'impartialité et d'indépendance, qui guident la raison humanitaire, qui est la raison humanitaire qui est censée sécuriser nos espaces d'intervention. De fait, à Gaza, on voit que le droit international humanitaire il a été balayé d'un revers de main de longue date, à commencer par le 7 octobre 2023, où ce sont évidemment des atrocités qui relèvent de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, mais voilà, le conflit israélo-palestinien, les déportations, les tueries, ont commencé bien avant, malheureusement, le 7 octobre 2023, la colonisation active, les 700 000 colons cisjordanais ne sont pas arrivés depuis le 7 octobre 2023, ils étaient là avant. Bref, le DIH n'est pas respecté par plein d'acteurs. Et aujourd'hui, en plus de cela, la privatisation et la militarisation de l'aide finit d'achever, il me semble, un espace interventionnel qu'on essaie difficilement de garder. Donc, je suis très, très sceptique, une vision très noire de l'avenir d'abord des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, et aussi des acteurs qui essaient de humaniser cette. Oui. Oui, oui, effectivement, au niveau de l'aide humanitaire, je pense qu'il y avait un avant Gaza et il y aura probablement un après Gaza. Du coup, peut-être Stéphanie et Mouni, il nous reste 7 minutes. Si vous pouviez éventuellement commenter cette question long terme, court terme, global, local et ce jeu effectivement dont on parlait d'équilibriste pour garantir toujours des actions humanitaires sur le terrain et continuer, mine de rien, d'apporter secours aux populations les plus en danger, répondre aux besoins de ceux qui souffrent le plus. Euh, Si vous avez quelques minutes chacun. Oui, je réponds rapidement. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Jean-François. Il faut vraiment pas opposer enfin, l'urgence je sais pas, à l'action en fait, à moyen et long terme parce qu'en fait, pour moi, il faut rester centré sur la notion de vulnérabilité. La vulnérabilité, elle est vraiment multiforme et elle peut demeurer en fait sur le long terme. Elle peut être tout à fait aiguë comme, enfin, adopter une forme tout à fait rampante. Et je pense que les humanitaires, quand même, font partie de l'écosystème qui peut arriver justement à réduire, on va dire, ces vulnérabilités-là. Il faut, de mon point de vue, il faut voir les humanitaires comme des acteurs qui peuvent compléter tout à fait les États et qui peuvent opérer, on va dire, là où les États vont être quand même assez défaillants. Et quand on a cette manière de réfléchir, on voit tout à fait la place, on va dire, de l'humanitaire, on va dire, pour le moyen et pour le long terme. Et quand on réfléchit
sur des thématiques telles que, je ne sais pas moi, Ebola, changement climatique, émergence de nouvelles maladies ou transformation, on va dire, de maladies existantes, on voit tout à fait la place que pourraient occuper, on va dire, les acteurs humanitaires, on va dire, dans cet écosystème-là. Et il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que l'idée n'est pas non plus de laisser, on va dire, les États opérer seuls, parce que les acteurs humanitaires sont quand même, on va dire, des acteurs qui alertent parfois sur certaines pratiques, sur certaines souffrances, sur certaines dérives. Et justement, cette place-là, je pense il faut qu'on la garde pour pouvoir préserver, on va dire, comment on appelle ça, euh, les populations dans les pays où nous opérons. Donc, vu comme ça, je pense qu'on peut tout à fait imaginer une place dans le moyen et long terme. Et peut-être pour compléter, mais beaucoup a déjà été dit, c'est vrai que sur cette distinction court terme et long terme, moi aussi, ça me semble une distinction qui fait de moins en moins sens, en fait, aussi au sens où, tout à l'heure je l'évoquais, on a ces logiques aussi de guerre qui n'en finissent plus. Il y a toutes les dynamiques, par exemple, autour de Michel Agier sur l'encampement du monde, c'est-à-dire le fait que parfois l'aide humanitaire a contribué à créer des structures, en fait, qui en réalité était pensé dans l'urgence et en réalité, on voit que les difficultés perdurent dans le temps et que finalement, ça devient des urgences qui durent en fait d'une certaine manière. Donc c'est vrai que cette distinction, je trouve qu'elle fait de moins en moins sens, de la même façon d'ailleurs que moi j'ai tendance aussi à créer un continuum fort entre ce qui se passe en France et ce qui se passe à l'international. Et ça, c'est quand même fort de voir que beaucoup d'ONG internationales remobilisent des compétences acquises dans l'aide humanitaire au niveau international sur des enjeux français, ce qui d'ailleurs dit quelque chose quand même hein, de l'état dans lequel nous sommes aussi aujourd'hui en France. Voilà, et de la même façon, en termes d'évolution, de carrière, etc., il y a aussi voilà, beaucoup de gens qui passent de l'un à l'autre, voilà, de la France à l'international, à la France. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment sur des logiques assez systémiques. Assez globales, assez voilà, et que ces distinctions elles font de moins en moins sens aujourd'hui. Et je voulais juste peut-être préciser avant de terminer que la revue Alternative Humanitaire, en fait, lance un numéro que j'ai le plaisir de co-diriger avec François Audet et avec Jean-François Corti sur justement les recompositions de l'aide humanitaire à l'heure actuelle. Donc si parmi les gens qui suivent cette conférence, certains ont envie de proposer des articles, etc., je pense que c'est vraiment le bon moment. Il vous reste une petite semaine pour le faire. La revue Alternative Humanitaire, pardon. Euh, Merci beaucoup. Euh, alors, peut-être quelques mots pour la fin. Il nous reste 3 minutes. Je rappelle que ce webinaire, il s'inscrit dans la sortie du dernier ouvrage de Jean-François Corti, Géopolitique de l'action humanitaire. Vous avez dans le chat, nous vous avons envoyé les références. Vous pouvez l'obtenir directement sur le site de l'IRIS, mais également sur plusieurs distributeurs. Peut-être, Jean-François, si tu veux avoir euh, les 3 dernières minutes pour clore ce webinaire et nous parler voilà, de ton ouvrage, pourquoi il faut courir l'acheter. Écoute, merci d'abord infiniment, Fatou, pour l'organisation de cette discussion. Merci aussi à Amaury et Stéphanie, qui sont des acteurs de terrain et qui, comme moi, avons grandi, je dirais, dans l'opérationnel et dans la pensée critique constructive. Et merci à vous pour ces éclairages. Simplement, mon ouvrage, c'est une manière d'avoir en 40 fiches un questionnement, enfin une vision des questions qu'on se pose aujourd'hui, et qu'on vient d'évoquer d'une certaine manière aujourd'hui, mais d'avoir une vision synthétique des questions à la fois opérationnelles, politiques, de modèles économiques, de la question d'instrumentalisation, des tensions, de ce qu'on appelle la notion d'espace humanitaire et il me semble aussi des enjeux à gérer pour nous, pour aujourd'hui et pour demain, pour essayer de continuer à exister et continuer à être des acteurs, les ONG notamment, des acteurs indépendants, impartiaux, qui font de l'aide, qui ne soit pas une aide des États, et donc continuer à exister
pour être des acteurs légitimes de contre-pouvoir dans le champ des relations internationales, notamment, mais pas que, dans le champ de la lutte contre les inégalités sanitaires, sociales et environnementales. La question de la santé environnementale a été évoquée. C'est un paradigme opérationnel et plaidoyer sur les, je pense que les ONG humanitaires doivent davantage se saisir aujourd'hui pour aussi être des acteurs du changement sur cette problématique. Merci en tout cas à tout le monde. Je crois qu'on a été nombreux, Fatou, à être Oui. suivis. Oui, on était plus de 220 à suivre cette conférence. Il y avait de nombreux inscrits. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. Vous pouvez également contacter les chercheurs de l'IRIS, les chercheurs associés directement sur le site de l'IRIS. Aussi, vous pouvez regarder les contributions au niveau du programme humanitaire et développement. Il y en a plusieurs de Jean-François. N'hésitez pas à faire des recherches sur nos panélistes également, Stéphanie Chambiano, Momoni Kinda. Merci à vous pour votre participation et à très vite pour de prochains événements. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.